Bienvenue sur Mon Éloquence, le podcast dans lequel nous cultivons l'éloquence afin de prospérer à tous égards. Je suis Simone, ta chère hôtesse dans ce podcast dans lequel nous parlons éloquence et ascension sociale. Avant de commencer, je tiens à remercier les auditeurs de Mon Éloquence. Je vois que votre nombre augmente jour après jour, enfin du moins semaine après semaine, c'est plutôt cette échelle-là, principalement sur YouTube, et j'apprécie en tout cas de voir le nombre d'écoutes augmenter. Seulement, je serais également ravie et surtout enrichie de savoir quels sont vos retours par rapport à ça. Car les écoutes sont intéressantes et je suppose qu'il y en a qui écoutent jusqu'à la fin, d'autres quelques secondes, d'autres que quelques parties. Mais dans la mesure où mon objectif est vraiment de vous servir, je serais ravie de recevoir vos retours aussi sur Twitter et sur YouTube et Spotify. Car sur TikTok, ça va, j'ai comme pas mal de retours qui me permettent d'axer mon contenu. En revanche, en podcast, où je vous sens un peu plus timide. Mais je pense que après cet épisode, les choses changeront. L'épisode du jour sera axé sur la branche ascension sociale de la mission de Mon Éloquence. En effet, la mission de Mon Éloquence est de cultiver l'éloquence, donc, afin de prospérer à tous égards. Et par cette prospérité à tous égards, eh bien, je vois également l'ascension sociale. C'est un mot que j'ai eu à définir dans certains de mes contenus et dont on parle souvent, oui, avec Mon Éloquence. Mais pour dire vrai, avant même de parler d'ascension, c'est-à-dire le fait de passer d'une classe à une autre plus haute, j'aimerais qu'on puisse comme nous poser, ok, et voir comment et pourquoi nous pouvons analyser la population en France. Après avoir vu ce premier pan, nous verrons dans un second temps comment est-ce qu'on peut tirer 4 classes sociales en France. Pourquoi en France? Simplement parce que c'est le pays dans lequel je vis actuellement. Partie 1. Pourquoi analyser la population en France? Quand j'étais au lycée et que mes professeurs de sciences économiques et sociales, SES, nous parlaient du moins des classes sociales, etc., je me demandais souvent pourquoi c'était fait ainsi. Je vais parler avec le vocabulaire que j'avais à l'époque, je me demandais, oui, mais pourquoi mettre les gens dans des cases? En plus, j'étais une personne qui... En fait, j'allais souvent à l'encontre de chacune des leçons. Je me disais, oui, mais non, mais pas forcément. C'est pas parce qu'on est dans cette classe-là que on ne fait pas telle activité. Je pense être dans cette classe et pourtant, je fais telle activité qui est assimilée à une certaine autre classe, etc. Enfin bref, je voulais vraiment toujours tout casser. Oui, mais pas forcément. Oui, mais ceci. Oui, mais cela. Bref. Au fil de mon évolution, je me suis rendu compte que ces classes n'étaient pas forcément figées, ok? Ce n'était... La manière dont c'était enseigné, j'avais comme l'impression que c'était vraiment des cases, vraiment des carrés dans lesquels tu ne pouvais pas en sortir, c'était comme ça et pas autrement, mais en vérité, eh bien, il est possible d'avoir des caractéristiques de différentes classes sociales, entre guillemets. Mais ça, c'est encore bien plus profond. Alors, pourquoi analyser la population en France? La première raison serait parce que les ressources sont limitées. Tout le monde ne peut pas avoir le même niveau de richesse, de pouvoir ou d'opportunité. Et la société est en fait ainsi. Consciemment ou non, on doit faire des choix de répartition. La deuxième raison, c'est parce que la société doit s'organiser, en vérité. Tout comme, allez, on va partir du plus petit, de la plus petite échelle à la plus grande, tout comme une famille, tout comme une entreprise, tout comme une association, la société doit s'organiser. Et certains sociologues, comme Émile Durkheim notamment, expliquent que les inégalités permettent aussi d'organiser la société, tout simplement. Certains rôles demandent plus de compétences ou de responsabilités, là où d'autres en demandent bien moins. Et ces rôles qui demandent un niveau d'engagement plus élevé sont davantage valorisés. La troisième raison pourrait être parce que le pouvoir se conserve. Ici, je vais apporter une lecture un peu plus critique qui était même abordée par
Karl Marx. Il parlait déjà de cette logique de domination entre classes, du fait que les personnes des classes dites plus élevées, eh bien, ont ce désir-là, ce souhait de le conserver et de le léguer à des personnes de la même classe qu'eux, de la même famille qu'eux, du même clan qu'eux. Ainsi, nous analysons la population en France en raison des ressources limitées pour organiser la société comme nous l'avons vu avec Émile Durkheim, mais également parce que le pouvoir se conserve. Maintenant que nous avons vu les raisons pour lesquelles nous analysons la population en France, voyons maintenant comment analyser la population. Nous pouvons analyser la population en France au travers de la stratification sociale. La stratification sociale, je lis la définition, désigne l'ensemble des systèmes de différenciation sociale fondés sur une distribution inégale des ressources et des positions dans une société. Prenons l'exemple d'un immeuble. Imagine que la société, c'est un immeuble. Certains vivent au dernier étage avec la vue, le confort, les opportunités. Fut un temps, j'ai vécu à un étage très élevé et j'avais la vue sur la tour Eiffel, la tour Montparnasse et certains autres monuments dont je n'ai pas vraiment su le nom, mais vraiment cette position dans l'immeuble me permettait d'avoir toute cette vue. Et quand on descendait en bas de l'immeuble, je vais prendre l'exemple de mes voisins qui habitaient au premier étage, quant à eux, ils avaient moins d'accès à cette vue, voire pas du tout. Moins de choix, même s'ils avaient quand même la vue sur une belle verdure, pour dire vrai. Et entre mes voisins du premier étage et moi qui habitais à un étage bien plus élevé, il y avait toute une gradation. Il en est de même pour la stratification sociale. Il y a les voisins du premier étage qui ont leurs opportunités, la vue sur la verdure, ceux du deuxième étage qui ont une vue sur la verdure et sur le haut des arbres, dirais-je, ceux du troisième étage qui voient les arbres du haut, ceux des étages plus élevés, plus on monte en étage, plus on a une vue élargie sur l'horizon. Seulement, comme j'ai pu le mentionner dans l'épisode « Je suis née discrète et je vise l'élite » qui est disponible sur Spotify et YouTube, cette hiérarchie ne repose pas uniquement sur l'argent. Elle inclut aussi le niveau d'éducation, le réseau, le prestige et même la manière de parler, de se comporter. Le sociologue Pierre Bourdieu parlait de différents types de capital. Il y a le capital économique, le capital culturel, le capital social et autant de ressources qui influencent notre place dans la société. Tu peux ainsi faire partie d'une classe sociale et avoir un capital culturel équivalent à celui d'une classe plus élevée. Alors que depuis le début de l'épisode, nous sommes en France, je vais t'inviter à prendre l'avion avec moi et à remonter le temps pour nous rendre en Inde traditionnelle. Pour cela, je vais me baser sur l'extrait de l'ouvrage « Classe sociale et inégalité » paru en 2004 du professeur de sciences sociales et sciences économiques et sociales, Patrice Bonnewitz. Dans cet extrait, il est question des différentes formes de stratification sociale. Et dans un premier temps, nous voyons la manière dont la société en Inde traditionnelle est stratifiée. La stratification en Inde traditionnelle se fait sur base de castes. Il s'agit donc de castes qui sont héréditaires sur base de la pureté religieuse. La particularité de cette stratification est justement son hérédité, en ce que tu ne puisses pas changer ta condition. Cette caste conditionne ton niveau économique, ton influence politique et sociale. Chacune des castes a sa particularité, elles ont leur métier à elles-mêmes, leurs activités, et sont fermées sur elles-mêmes de sorte même à ce qu'il n'y ait pas de mariage entre personnes de différentes castes. Aujourd'hui, cela s'observe aussi dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Oui, d'Afrique de l'Ouest. Alors j'hésite entre deux pays, donc je ne vais pas citer ce pays, mais encore aujourd'hui, et ce même si les personnes en question vivent à l'étranger, des mariages peuvent être interdits ou bien non célébrés parce que antérieurement, ces deux personnes sont de castes différentes. On peut observer cela également jusqu'à ce jour dans certaines sociétés. Après notre bref séjour en Asie,
Retournons en Europe, mais tout en restant à une certaine période, car nous allons analyser l'Europe du XIe au XVIIIe siècle. À cette époque, la société était stratifiée en ordres. Il y avait le clergé, la noblesse et le tiers-état. Au sein de cette stratification, tout comme pour l'Inde traditionnelle, il y a une hiérarchie. Et le critère qui différencie chacun des ordres est l'honneur social. L'ordre le plus élevé de cette stratification est le clergé. Il est l'intermédiaire entre le monde divin et le monde humain. Souvenez-vous, il s'agit de l'époque où il n'y avait pas encore eu séparation entre l'Église et l'État. Le deuxième ordre de cette stratification est la noblesse. La fonction de la noblesse, c'est d'assurer la défense du territoire. Aujourd'hui, il s'agirait des personnes au pouvoir, en vérité. Le troisième ordre de cette stratification est le tiers-état. Il s'agit des hommes et des femmes qui s'attelleraient à des tâches dites peu prestigieuses, l'agriculture, l'artisanat, le commerce, etc. En enregistrant cet épisode, je me pose la question sur le terme tiers-état. Et si vous avez la réponse, je serais ravie de la lire en commentaire ou de la recevoir via TikTok. Mais je me demandais si cet ordre s'appelait ainsi parce qu'elle était composée d'une population équivalente au tiers de toute la population française, ou quelle autre explication pourrait-on trouver? À vrai dire, je n'en ai pas d'autre, mais en vérité, je me pose la question et je suis curieuse de savoir de quoi il s'agit. Je vais faire la recherche après l'enregistrement. Tout comme en Inde traditionnelle, les ordres sont tout aussi héréditaires. Tu nais dans un ordre, tu y demeures et tu y meurs. Naturellement, on peut observer une certaine inégalité car nul n'a demandé à naître et il est dommage de se dire que tu viens sur cette terre déjà sans ton consentement et puis tu es dans une certaine condition et tu ne peux pas vraiment y bouger. D'autant plus que ces inégalités sont vraiment dans la loi, comme c'est d'ordre juridique, j'ai envie de dire, sans employer de termes trop techniques de peur de me perdre. Ainsi, tu ne peux pas y bouger sans faire de grandes révolutions. Aujourd'hui, les sociétés modernes sont bien plus complexes que ça. Alors, il n'y a plus de hiérarchie de droit en soi, tout comme nous le voyons dans le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais les inégalités perdurent. Après avoir fait ce voyage dans le temps et dans l'espace, en Inde, puis en Europe au XIe et au XVIIIe siècle, revenons donc en France au XXIe siècle et voyons le concept de classe sociale. Alors, bien que nous soyons au XXIe siècle, un siècle où il y a eu bon nombre de nouveautés entre-temps, il n'existe toujours pas une seule façon de découper les classes sociales. Au fur et à mesure des siècles, différents penseurs, sociologues et philosophes même, dirais-je, ont émis leurs théories, comme par exemple Karl Marx, qui lui a divisé la société en deux classes, la bourgeoisie et le prolétariat. Vraiment, il ne s'est pas cassé la tête, soit l'un, soit l'autre, et pas d'entre-deux, j'ai envie de dire. Il y a aussi un modèle plus classique qui divise la société en trois classes. Vraiment, la trinité, 1, 2, 3, les riches, les moyens, les pauvres. Point. Si nous nous rendons dans un aspect plus factuel que philosophique, l'INSEE nous propose non pas une hiérarchisation des classes, mais les catégories socio-professionnelles. Il y en a 9, les CSP. Et cette division est faite sur base de l'activité professionnelle, qu'on en ait une ou non d'ailleurs. Et certains sociologues plus modernes divisent parfois la société en 6, voire 7 groupes. Pour simplifier, je vais utiliser une grille en 4 niveaux pour rendre la hiérarchie plus lisible. Alors c'est vraiment la grille que j'ai voulu prendre, comme nous avons vu plus tôt, il existe différentes manières vraiment de stratifier la société. La société française en 4 grandes classes. La première que je vais énoncer est la classe populaire. Cette classe est composée par des ouvriers, des employés peu qualifiés, des travailleurs précaires, des intérimaires
et même des chômeurs. Les caractéristiques de ces personnes-là sont des revenus faibles ou instables, un faible patrimoine, une forte dépendance au coût du logement et de l'énergie, une mobilité sociale plus difficile et des métiers souvent physiques ou peu valorisés symboliquement. Les métiers en question sont des métiers tels que agent d'entretien, manutentionnaire, caissier, livreur, aide à domicile et consorts. Et si nous devrions mettre cette classe, ou du moins les personnes de cette classe, dans une des catégories socio-professionnelles, ce serait dans les catégories ouvriers et employés. La deuxième classe serait la classe moyenne. Cette classe est composée de personnes exerçant des professions intermédiaires telles que techniciens, enseignants, infirmiers, assistants de direction, petits indépendants et consorts. Les caractéristiques de ces personnes-là sont des revenus relativement stables, un accès limité mais possible à la propriété et un diplôme souvent Bac+2 à Bac+5. Cette classe sociale est également caractérisée par un fort investissement dans l'éducation et la réussite. Les catégories socio-professionnelles associées à cette classe-là seraient les catégories professions intermédiaires, une partie des employés qualifiés, voire même les petits indépendants. La troisième classe serait la classe supérieure, qui est composée des personnes telles qui... La troisième classe serait la classe supérieure. Elle est composée de personnes exerçant des fonctions ou ayant des positions de cadre supérieur, des professions libérales, des entrepreneurs prospères, de hauts fonctionnaires et des experts très qualifiés dans leur domaine. Les caractéristiques de ces personnes-là sont des revenus élevés, un patrimoine souvent important, un capital culturel fort et une maîtrise des codes sociaux dominants. Au sein de cette classe, on observe également une forte capacité à transmettre des avantages aux enfants. Certains appellent ça le piston, d'autres appellent ça le réseau, d'autres encore du népotisme. Peu importe le nom donné à ce phénomène, il est assez réel dans ces catégories-là et je serais vraiment intéressée à l'idée d'approfondir le sujet un jour. Les métiers exercés sont les métiers tels que avocat d'affaires, médecin spécialiste, directeur financier, ingénieur senior et chef d'entreprise. Et les catégories socio-professionnelles associées à cette classe supérieure, enfin il y en a plutôt une, c'est la catégorie cadres et professions intellectuelles supérieures, comme la classe l'indique. Enfin, la quatrième classe serait la grande bourgeoisie. Cette classe est constituée de très hauts dirigeants, de grandes fortunes, des héritiers ou de familles disposant d'un capital économique et social transmis sur plusieurs générations. On parle ici de old money. C'est d'ailleurs un phénomène qui était ou qui est, je ne sais plus trop, très en vogue, en tout cas ces dernières années sur TikTok. Les caractéristiques de cette classe-là, c'est un patrimoine très élevé, un réseau de pouvoir, là on parle vraiment d'une influence massive, un accès aux institutions prestigieuses, une influence tant économique, médiatique que politique, et une forte reproduction sociale. Par forte reproduction sociale, on entend vraiment qu'il est quasi évident que les enfants reproduisent ce que les parents ont fait, voire fassent mieux. Et bien que cette catégorie serait numériquement très petite, elle exerce une influence disproportionnée sur l'économie, les médias, les grandes écoles et les lieux de pouvoir. Au travers de cet épisode, nous avons vu pourquoi et comment analyser la population en France. Nous avons vu que nous devions l'analyser parce que les ressources étaient limitées, pour organiser la société telle que Émile Durkheim l'a théorisée et parce que le pouvoir se conserve comme l'a théorisé Karl Marx. Pour l'analyser, nous avons approfondi le sujet de la stratification sociale en prenant la métaphore de l'immeuble, de moi qui habitais en haut de l'étage de l'immeuble et qui avait la vue sur
toute ma ville, et les personnes qui vivaient au premier étage, qui avaient une vue également très belle sur la verdure, à vrai dire, sans classification ou autre, et que la stratification sociale n'était pas qu'une question d'argent. Et je parlerai très souvent de ce point-là parce que longtemps en tout cas, et comme j'en parle plus profondément dans l'épisode de podcast cité un peu plus tôt dans l'épisode, là, dans ce présent épisode, ce n'est pas qu'une question d'argent, mais vraiment pas que, ok? Enfin, en passant par l'Inde traditionnelle, l'Europe du XIe au XVIIIe siècle, puis en revenant en France au XXIe siècle, nous avons vu différentes manières de stratifier la société au travers de castes, d'ordres et de classes sociales aujourd'hui. Ravi de vous avoir fourni toutes ces ressources, ravi d'avoir tourné cet épisode qui m'a remémoré des souvenirs de sciences économiques et sociales. J'espère qu'il vous aura enrichi et attends avec grande impatience vos retours en commentaire. Je suis ouverte à vos suggestions, à vos corrections. Et ma question pour vous en vous quittant est la suivante. Je vais plutôt te tutoyer là parce que ça te concerne toi qui écoutes directement. En te basant sur la vision des 4 classes sociales énoncées à la fin de l'épisode, selon toi, de quelle classe sociale fais-tu partie? Alors, si tu te remémores de ma vision par rapport aux classes sociales, etc., tu sais que j'avais du mal avec le fait de mettre des gens dans des cases, etc. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que je mets les gens dans des cases, mais pour juste une simplification pour cet épisode, eh bien, je me suis posé la question de quelle classe sociale je faisais partie. Et puis, peut-être que je fais partie de plusieurs classes sociales, mais il y en a bien une dans laquelle je me rapproche le plus. Et puis, j'ai pu l'identifier, en tout cas. C'était Simone pour Mon Éloquence.